Donc bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec Glenn qui va nous présenter une Honda Civic Type R, donc FK8. Ce sont les dernières, c'est ça? Ouais, bon, la 11e génération de Civic qui va arriver 2022. Parce qu'elle est de quelle année? 2017. Ah, tu vois, j'aurais pensé que c'était un petit peu plus récent, donc c'est un point positif parce que quand tu la vois la voiture, bah, elle est encore carrément dans le coup. Par quoi commencer tellement elle est expressive au niveau des lignes? On va commencer par l'avant, qui est vraiment acéré, donc ouais, elle a vraiment beaucoup de lignes acérées cette Civic Type R. Donc ouais, on a vraiment les feux bien qui remontent comme ça fait vraiment des yeux de démon, moi j'aime bien. Quand tu arrives derrière les gens, ils se décalent tout de suite. Parce que ça fait agressif, hein, voilà, tout de suite. Hein. On a quand même pas mal de petites aérations vraies et fausses. Donc c'est un échangeur d'origine ou pas? Échangeur d'origine, ouais, en frontal. Paraît grand, mais qui est pas si grand que ça non plus. Alors peut-être en longueur, mais pas forcément ouais, en hauteur. En hauteur et en épaisseur, il est pas très gros. Ouais. La lame, c'est d'origine ça? La lame, c'est d'origine. Alors beaucoup de personnes me demandent si c'est du carbone. Non, en fait c'est une lame en plastique et dessus il y a un covering carbone d'origine. Pareil, le petit rouge c'est d'origine. Ouais. Alors ça c'est un truc que je trouve vraiment pas mal parce qu'il y a des petites touches de rouge partout. Pour reparler du rouge, donc le petit logo Type R ici avec le R en rouge. Et le Honda qui montre que c'est une Type R. En fait, les non Type R ont un logo qui n'a pas le fond rouge et toutes les Type R ont le fond rouge. Et puis on a même une prise d'air sur le capot. Ouais, une prise d'air. Beaucoup de personnes pensent que c'est pour refroidir le moteur, mais non. En fait, c'est de l'aérodynamisme. Quand je t'ouvrirai le capot, et en fait, tu verras qu'il y aura un petit conduit. En fait, ça sert à rediriger l'air et ça ressort par les ouïes latérales ici. Donc il n'y a aucune fonction de refroidissement. Des jantes, 19, 20 pouces 19 qui sont pas d'origine. D'origine, on est en 20 pouces normalement, sur des jantes qui sont moins larges, donc qui rentrent plus dans les ailes d'origine. Celles-ci, donc c'est des jantes raise qui sont allégées comparées à celles d'origine, qui sont également plus larges. On est en quelle matière, si tu sais? C'est des jantes alu. Je gagne 2,2 kg par jante. Au niveau du freinage, c'est d'origine? Freinage d'origine, exactement. Pour l'instant, je suis encore en plaquette d'origine à l'avant. Disque d'origine. Donc c'est du 4. d'origine. 4 pistons d'origine. Bah c'est cool parce que bon, ils ont mis ce qu'il fallait, ouais. Hein, pour le coup. Hein. Contrairement à certaines voitures qui sont d'une puissance quasiment équivalente et qui sont sur du monopiston. Ouais, ah, quand on parlait de forme vraiment très expressive, c'est hyper pointu, ouais, c'est acéré de partout. Il y en a partout. Ouais, on est sur des tailles ailerons qu'on avait à l'époque sur les Evo ou les Subaru. C'est des fausses grilles, c'est des fausses aérations. Ouais, bon après c'est pour l'esthétique, hein, c'est que pour l'esthétique. De toute façon. Celle-ci aussi c'est une fausse. Ouais. Et puis particularité forcément, c'est l'une des premières choses que je te dis Glenn, on n'a pas 3 échappements mais 2. Exactement, ouais, j'ai changé la ligne parce que la sonorité d'origine c'est un Dyson, hein, on va le dire comme ça. Hein. Comme le FK2 hein. Ouais, quoique le FK2 est un peu plus expressif d'origine. Ok. On est un peu sur la même sonorité que celle que tu as essayé il n'y a pas si longtemps que ça, la Yaris GR. Donc ouais, j'ai changé par une ligne HKS, donc un 4-bac HKS. Donc j'ai encore le catalyseur d'origine. Et la sonorité est vraiment plus sympa, plus rauque, plus expressive, même si c'est pas encore la folie, quoi. Je trouve que tu as choisi la bonne couleur, ce qu'il la propose en bleu je crois. Alors, bleu, rouge, ce blanc là, noir, il y a un gris foncé et il y a une sorte de gris nardo également. Et la jaune. Oui, ils ont sorti effectivement une édition limitée jaune. Et le jaune lui est exclusif. Alors déjà que celle-là, ils ont fait le pistard, alors l'autre c'est encore mieux. C'est encore mieux, ouais. Moi j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus extrême pour un peu concurrencer la Trophy R chez Renault. Oui, concurrencer la Trophy R. À l'époque de la Mégane 4RS classique, la Type R pour moi était devant. Oui. Et quand ils ont sorti la Trophy R, donc qui était vraiment poussée à l'extrême sans le fort contrôle pour gagner du poids, elle est repassée devant. Sauf que la Type R n'avait pas sa version ultime. mais qui n'est pas assez ultime pour moi. On est sur un 2 litres. 2 litres 4 cylindres VTEC turbo. Donc ils ont gardé le VTEC sur celle-ci. Ils ont gardé l'appellation VTEC. Je pensais que les VTEC c'était que les Atmos. Alors c'est différent des Atmos par contre. C'est-à-dire que par exemple sur les Atmos, pour vulgariser un peu le VTEC, c'est des trucs sur les arbres à cam qui permettent d'ouvrir plus grand les soupapes. Sur ce moteur là et celui de la FK2 qui est le même, ils partagent le même moteur, il n'y a pas le VTEC sur l'admission mais que sur l'échappement. Ce qui fait qu'on n'a pas cette sonorité VTEC, quand ça arrive à un certain régime, ça gueule. Là on l'a pas. Pour une voiture de 2017, donc une voiture récente en soi, bah c'est beau visuellement. C'est plutôt sympa, ouais. Franchement ils ont fait un petit effort je trouve pour le dressing un peu de cette B-moteur. Ouais, je suis d'accord. Comparé à, je vais pas citer d'autres modèles concurrents, mais
où il y a des... Ouais, quand on ouvre, on n'a pas forcément de cache-moteur, on a des durites comme ça un peu partout qui passent au-dessus. Là, ils ont fait l'effort de mettre un petit cache-moteur sympa, pour garder le rouge comme ça, qu'il y a souvent sur les Tipper. Alors, c'est un 2 litres de combien de chevaux? 320 chevaux d'origine et 400 Nm de couple. Là, elle est full origine, du coup, elle a cette puissance-là. Et avec un stage 1? Avec un stage 1, on prend à peu près, comme toutes les voitures de sa catégorie avec des 2 litres turbo, on peut monter à 360 chevaux. Puis d'origine, ça sort les chevaux, ça ou pas? Ou alors moi je l'ai passé au Urban d'origine, donc elle avait pas cette ligne là, elle avait une autre ligne parce que je l'avais changée. Elle avait sorti 334 chevaux et 425 Nm. Donc après, quand on passe au banc, voilà, ça dépend des réglages du banc, etc., des conditions, des conditions climatiques aussi, la température, toutes ces choses. Ouais. Il faisait combien de degrés? Il devait faire 18 degrés je crois. Non, c'est correct. Pour passer sur l'intérieur, et bah franchement, enfin, je trouve que l'intérieur est beau. Vraiment. Ouais. On voit que l'aspect sportif est carrément mis en avant. À commencer par les sièges, hein, c'est le premier truc qui nous saute aux yeux quand on rentre dans la voiture. Mais en fait, c'est leur gros point fort, c'est que Honda, ils ont réussi à faire des sièges qui sont aussi bien confortables, mais qui maintiennent vraiment très bien. Englobant et vachement bien dedans. On est très bien. Ouais, franchement. La conduite est vraiment sympa. Donc le volant, bon, que je trouve beau dans l'ensemble. La seule chose que je regrette, tu vois, c'est que je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort et mettre un petit logo R ici. Ouais, ils auraient pu. Un petit peu à la Volkswagen. Même si on a le rappel tout de même ici, je trouve qu'on a une parfaite accessibilité à la boîte de vitesse qui est toute petite d'ailleurs. Ouais. On a un débattement de boîte qui est vraiment très court. Ouais. Ça c'est super agréable. Puis on retrouve pas mal de touches de rouge, hein, que ça soit sur le tableau de bord, sur le volant, les sièges, les petites surpiqûres. On a une tablette qui est d'une taille correcte, pas forcément trop grande. Moi j'aime pas quand c'est trop grand. Au centre, on a le contour avec la vitesse indiquée en numérique. Ah, c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a un mélange de numérique et un mélange de réel compteur avec, tu sais, les contours là. Il y a les petites aiguilles, mais en fait c'est un petit mélange d'écran, mais de... C'est pas mal. Ouais, en fait c'est vraiment très classique. C'est assez classique. Ça va, il n'y a pas trop de numérique. On a un rechargement à induction. Exactement. Ah, ça c'est cool. Ouais, franchement, elle est bien optionnée quand même. Très sympa du coup l'Alcantara au niveau de la coudoir. Ouais. Sur les portières également? Sur les portières également, toujours avec la petite surpiqûre rouge. Je trouve que c'est un intérieur qui est réussi. Avec certes de la tablette, mais toujours des boutons, les boutons principaux qu'on retrouve avec une bonne accessibilité sans avoir à passer 3 heures à chercher dans les réglages. Les ceintures rouges, c'est vraiment très cool. Toujours le rouge. Mais c'est des détails bêtes, mais moi j'adore. Ah, seuil de porte, ils auraient pu nous mettre un petit Tipper. Donc tu peux en avoir soit où tu as un petit plaquage en carbone avec marqué avec le R. Sinon, tu en as un où tu as un plaquage en plastique et tu as le R qui s'allume en rouge quand tu ouvres la portière. Bon, tu nous fais écouter ça? Ouais. Alors rappelle-nous la ligne. Donc 4 bacs HKS. Avec cata d'origine. Restez discret. Donc tu bloques à 3005. Ouais, je bloque à 3005, effectivement. Mais c'est vrai que c'est vachement discret. On sent que c'est étouffé encore. On est vraiment bien installé dans ici. Ouais, on est vraiment super. Franchement. On voit légèrement que le capot est bombé. Hein. Ouais. Ça fait penser un peu au M392, en beaucoup moins prononcé bien sûr. Mais... Et du coup tu nous viens de quoi? T'avais quoi avant? Seat Leon, donc les toutes premières, les 1M là. Alors c'était pas vraiment un modèle sportif que j'avais. J'avais un 2,8 litres VR6 dedans, c'est assez rare, en 4 roues motrices. Un 2,8 litres VR6? Ouais, en gros c'était le même VR6 que les Golf. C'est un swap ça? Ah non. Tout le monde me demande ça, mais en fait non, c'est d'origine. Avec une transmission intégrale Aldex. Mais ils l'ont vendu dans quel pays celle-là? En France. En Europe, partout. En fait, c'est le même VR6 que les Golf 3, mais en 24 soupapes au lieu de 12. Donc ça fait 204 chevaux d'origine. Et ça marchait bien? Non. Non. Là, on est rabaissé, donc c'est quoi? C'est ressort court, combiné? Ouais, ressort court et bac, donc qui rabaisse de 20 mm la voiture. Ah ouais, ça te permet de maintenir tout de même un confort proche de l'origine, je pense. Franchement, ouais, le tarage de ces ressorts-là sont quasiment sur l'origine, quoi. Donc, Ah ouais, parce que là, ça m'a l'air d'être bien confortable quand même. En plus, on est en mode sport. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mode? Alors, en fait, donc quand on démarre la voiture, elle est directement en mode sport, même si on l'éteint en mode. Ah, elle est comme ça, elle. Ouais, elle démarre en sport, elle annonce la couleur. Et après, donc ici, avec la petite molette qu'on a là, on peut changer les modes. Donc, on a le mode si on va en bas, on a le mode confort. Si on va en haut, on a le mode R+. Et ça va jouer donc sur la dureté des suspensions, parce qu'on a des suspensions pilotées. Cool. C'est pour ça que j'ai fait le choix de garder des ressorts pour pas perdre ces suspensions pilotées qu'on aurait perdu avec des combinés filetés. Ça joue sur la dureté du volant, la réponse à l'accélérateur. Alors il n'y a pas de clapet par contre sur l'échappement. Et ça joue également aussi, on a un talon de pointe automatique. Donc là en mode confort elle le fait quasiment jamais. Par contre
en mode sport et en mode sport et plus, elle le fait plus. Tu vois, il y a un truc que je trouve très agréable sur cette voiture, c'est que pour changer de mode de conduite, t'as pas besoin de t'embêter avec l'ordinateur de bord. Ouais. Direct, c'est simple, efficace. Ouais. Tu vas vers le bas ou vers le haut et ça y est, ton mode il est choisi. Le seul truc qu'on peut lui reprocher au niveau des modes, c'est que contrairement à la concurrence, il n'y a pas de mode personnalisable où on peut mettre la direction en sport, les suspensions en R+. Bon, il y a un truc que je le reproche là tout de suite, c'est qu'on n'a pas de frein à main, réel frein à main. Ah oui. Donc ça c'est un peu dommage parce que bon, elle a tout d'une sportive, enfin d'une vraie sportive. Elle a vraiment tout sauf un ça. frein à main. Sûrement on a tout de même la possibilité de déconnecter l'ESP. Oui, full. Très bien. Voilà, elle a mis un petit coup de talon pointe automatique. Très sympa, je l'ai entendu. C'est pas moi qui le fais, hein, franchement. Ouais. Donc pour voir une reprise, on partirait en deux par exemple. On part en deux. Allez, montre-nous ce que ça donne. Ouais, c'est des bonnes axelles quand même. Hein. Ouais, franchement, je trouve qu'elle est assez sensationnelle pour une voiture récente. Oui. J'ai trouvé par contre que le passage au sol était presque limite. Ouais, l'ESP c'est activé là en deux là. Oui, je l'ai senti. Bon, après il y a 320 chevaux sur le train avant, ça peut se comprendre. Ça pousse bien. Ça pousse bien. On a des passages de rapport qui sont bien secs. Hein. Ouais. Ah, tu sens que quand c'est passé, ça verrouille et c'est. Ouais, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'au passage de rapport, elle est limite brutale en fait. Bon, par rapport à la Focus, parce qu'on en discutait tout à l'heure, ouais. Je sens pas une énorme différence. Non, on sent que ça pousse un petit peu plus. Mais ouais, on sent qu'il y a des chevaux sous le capot. Ouais. Quoi. Et puis pour revoir peut-être une reprise en 3. Ouais. Ah, j'adore le rétro. Ouais, c'est trop bien. On sent bien le couple hein, quand même. Hein. Ouais, ça marche bien. La reprise en 3 est limite plus. Ouais. Procure peut-être un peu plus de sensations. Ouais. C'est ça que tu veux dire. Ouais, on n'a pas eu le patinage déjà. Et on ressent plus le couple sur la reprise en 3, je trouve. Parce que tu le sens qu'au départ c'est un petit peu mou et qu'après ça commence à bien arriver. Et une fois que c'est lancé par contre. C'est ça. Et niveau châssis, alors parlons-en. Alors bah franchement niveau châssis c'est franchement c'est excellent quoi. Franchement ouais, ça vire à plat et encore là on est en sport, limite tu peux te la passer en R+, tu verras la différence. Ouais. Donc là ça va être plus dur en fait. Ouais, un peu plus dur. Là le talon pointe elle le fait tout le temps. C'est extraordinaire. Et c'est marrant parce que ça te donne presque la sensation que c'est des rétrogradages de voitures automatiques. Ouais, donc la tenue de route franchement ça vire à plat. Encore plus depuis que je les ressors court, même s'ils sont pas mal proches de l'origine. En plus au niveau de la monte de pneus d'origine je suis en 245 avec les jantes la plus large. Je suis en 255, du coup c'est vraiment, pour une traction c'est vraiment très large. Mais on sent de toute façon que cette voiture a vraiment été conçue pour pister. Pas forcément pister un peu avec. C'est le but, hein, parce que ça serait quand même dommage d'avoir une voiture comme ça et de pas y aller. Ouais. Là actuellement je suis en train de, au fur et à mesure que je dois faire des plaquettes par exemple, je suis en train de les upgrader sur des plaquettes un peu plus endurantes et agressives. Et donc là pour l'instant j'ai juste fait les plaquettes à l'arrière, parce que c'était au bout de leur vie du coup bah, voilà. Et bientôt je vais avoir les plaquettes avant à faire, donc j'en profiterai pour faire le petit liquide de frein qui va bien et puis et les petites Duritavia et puis après... Parce qu'attends, il y a un truc, les plaquettes arrière sont mortes avant les plaquettes avant. Exactement, parce qu'en fait sur cette voiture là, si on laisse connecter l'ESP, il y a un truc qui s'appelle ça le torque vectoring, c'est qu'en fait elle va avoir un contrôle de la trajectoire et en fait pour faire ça elle va utiliser les freins arrière toute seule. Du coup en fait en plus du freinage, les plaquettes arrière peuvent être sollicitées pour régler un peu cette trajectoire. À l'arrière on est sur quel diamètre, tu sais pas? Sur les disques on est sur du 305 mm à l'arrière, ce qui est pas mal, et 350 à l'avant. J'ai presque pareil sur la Focus. On a un freinage de toute façon qui est assez proche, mis à part le 4 pistons qui est manquant. C'est ça. Que j'ai aujourd'hui, je peux le dire. Ah ouais, on sent que ça vire à plat comme tu dis en fait. Ouais. Surtout en mode R là où elle prend vraiment quasiment pas de roulis quoi. Et t'as senti beaucoup de différences de tenue de route depuis que t'as les ressorts courts ou pas? Pas énormément non. J'ai noté qu'elle prenait un peu moins de roulis, mais c'est pas non plus le jour et la nuit quoi. Ouais, non mais ça a l'air d'être très bon Glenn. Ouais là c'est très bien là. Il y a plein de gens qui me disent c'est dommage qu'elle n'ait pas été proposée en boîte auto, mais je trouve que ça l'aurait tout retiré. Arrêtez. Ah c'est vraiment très sec hein. Ouais. Et là tu vois en mode R, du coup l'ESP est beaucoup plus permissif, il s'est pas engagé. Et tu vois là, sur la 2 là on a moins été bridé je trouve. Ouais c'est vrai. C'est pour ça des fois limite je me dis
La garder d'origine, c'est déjà pas mal, franchement. Ouais, mais bon, on s'y habitue. Avec tes 40 et quelques chevaux que tu vas gagner en plus, ça va encore être autre chose. Parce qu'il n'y a pas que les chevaux à prendre en compte, il y a également le couple qui change radicalement le comportement de la voiture. Que ce soit en utilisation sportive ou daily. Le couple, il passe à plus de 500, quoi. Prends en compte 500 Nm sur un 4 cylindres. Ouais, sachant que je compte pas forcément m'arrêter à 360 chevaux, je vais plutôt la passer à 400, donc 420, 410, 420. Pour nous donner les plus et les moins, Glenn. Alors, on va commencer par les moins. Les moins, je trouve que le système de GPS, enfin d'infodivertissement d'origine, il est vraiment pas fou. L'écran est petit, je trouve, à mon goût, j'aurais bien aimé que cet écran un peu plus grand. Et il n'est pas très réactif. Heureusement, on a Apple CarPlay et Android Auto. Les autres défauts, c'est des défauts que tu peux corriger, comme par exemple la sonorité d'origine qui est vraiment inexistante. Bah, c'est un moteur, par contre, une fois qu'il est préparé, il y a beaucoup de problèmes de surchauffe, sur piste surtout, en utilisation intensive. Pas mal de surchauffe, donc il y a pas mal de modifications à faire pour retarder cette surchauffe, des radiateurs plus gros, des changeurs et compagnie. Exactement. Dans les grandes lignes, les plus gros plus. Alors les plus gros plus, je pense que le maître mot de cette voiture là c'est la polyvalence, c'est-à-dire que grâce au mode, etc., malgré qu'on a un look tapageur, elle peut se montrer docile et confortable, et quand on veut attaquer, elle est présente également. Le look, qui est vraiment passe-partout, qui est pas passe-partout du tout, justement. Je me suis trompé. C'est pas du tout passe-partout, c'est-à-dire que ça sort du lot, quoi. Quand on voit une Mégane 4RS qui va être très belle, hein, qui va être déjà expressive, mais là c'est encore autre chose. Ouais, c'est vraiment le style japonais. Bah, la finition intérieure, franchement, je trouve que Honda ils sont quand même beaucoup améliorés. Et puis ouais, l'efficacité, quoi, le châssis. La liste est quand même assez longue et on sent que la voiture en fait te plaît, hein, parce que initialement c'est pas forcément celle que tu recherchais. Non, exactement, en fait. J'avais vraiment essayé plusieurs de sa catégorie. J'avais pas mal d'amis qui avaient des Mégane 3RS, qui est une excellente voiture. J'avais testé la 4RS Trophy en concession. J'avais testé la Leon Cupra 5F en 300 chevaux. Et j'avais bien aimé, mais j'avais pas eu vraiment le coup de cœur. Aujourd'hui, dans une configuration avec 70-80 000 km, ça vaut à peu près combien? Je pense qu'on est dans les 30 000 avec ce kilométrage-là. Peut-être même avec ce kilométrage-là, fourchette basse. Et puis pour donner mon avis, alors, je vais commencer par les plus. Au départ, quand elle est sortie, j'avais un petit peu de mal avec FK2, FK8, parce que bon, c'est beaucoup plus expressif qu'avant. On a connu les FN2 qui étaient plutôt discrètes, là pour le coup trop discrètes. Et j'avais un petit peu de mal, mais j'ai fini par m'y habituer avec le temps. Et aujourd'hui, je mets ça dans les points positifs en fait. Et j'aime beaucoup le fait qu'à l'intérieur, on ait pas mal de rappels de rouge qui renforcent ce caractère sportif. Il faut dire que la voiture est quasiment parfaite en tout point, je trouve. Elle a beaucoup de qualité. De toute façon, tu en as fait la liste, tu as bien résumé dans les grandes lignes, je trouve. Mais si je veux titiller un petit peu, pour moi, la marque Tipper, c'est de la caisse qui gueule, qui fait du bruit. On connaît tous les Honda qui font des bruits pas possibles avec les K20 atmosphériques. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas conservé cette entité en fait Honda Civic Type R qui gueule, qui a le moteur atmosphérique, tout ça. Donc ils sont partis au turbo. Ça peut se comprendre parce que tous les constructeurs passent au moteur turbo. Aujourd'hui, les sportifs qui sortent en atmo, on voit ça que sur les supercars. Aujourd'hui, on a une Honda Civic qui est un petit peu comme toutes les autres par rapport au fait qu'elle ait un turbo et surtout qui chante pas assez d'origine. Clairement. Tu as une ligne. C'est pour moi le bruit qu'elle fait avec cette ligne, c'est le bruit qu'elle aurait dû faire à minima d'origine. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Mais voilà, une voiture n'est jamais parfaite. Exactement, il faut toujours, limite des fois c'est même ces petits défauts qui font son charme. Bon Glenn, on va te remercier d'être venu nous présenter ta Type R. Puis prenez soin de vous et puis à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao.